Bienvenue dans Balade Club, le podcast. Hello, c'est Wesley, bienvenue dans un nouvel épisode du Balade Club podcast, le podcast dans lequel on parle de Future of Work, pour le dire avec l'accent. Aujourd'hui, je suis face à Aurélia Saint-Jean, pour le dire avec l'accent bien français. Comment vas-tu, Aurélia ? Je vais très bien, merci de m'accueillir. Trop bien de parler avec toi. On se connaît déjà un petit peu. J'ai eu l'occasion de recevoir tes précieux conseils sur la prise de parole en public, notamment sur le pitch de mon activité. Je sais que j'ai encore une marge de progression. Et aujourd'hui, on renverse un peu les rôles. Enfin, en tout cas, on est dans une conversation tous les deux, face à face. Et la première question que je vais te poser, elle est très simple, c'est où en es-tu aujourd'hui dans ton activité ? Donc, moi, je retiens les mots-clés coach en prise de parole, mais tu vas nous en dire un peu plus. Où j'en suis, c'est ce que je te disais. Aujourd'hui, je fais un métier qui me passionne, du coaching et des formations en prise de parole en public, en pitch, en développement des soft skills. Donc, où j'en suis, c'est là. Je le fais toujours avec passion, de manière assez diversifiée. Je travaille avec des dirigeants comme des étudiants. Donc ça, c'est très riche pour moi. Donc c'est quelque chose qui me comble au quotidien et je suis très heureuse d'en parler avec toi, que ce soit à ce micro ou en dehors, au sein des murs de balade. Et tu as toujours été attirée par ça ? Parce qu'il me semble que tu es passée par la case classe prépa. On en avait parlé en off aussi. Oui, tout à fait. Comment t'en es arrivée là ? Est-ce que ça a été un parcours assez direct ? Ou est-ce que tu es passée par d'autres choses ? Ouais, j'ai fait une formation assez classique, donc classe prépa et école de commerce, parce que je ne savais pas exactement ce que je voulais faire. Mais je crois qu'au fond de moi, je t'ai parlé de la petite Aurélia qui avait 8 ans, j'ai toujours voulu faire un métier de transmission et de contact humain. C'est pas ce que j'ai fait de prime abord. Après mon école, j'ai fait du conseil. Donc, je passais plus de temps derrière un ordinateur à travailler sur Excel qu'avec des personnes en présentiel. Mais je crois que c'était toujours au fond de moi. Donc, c'est pour ça que la transition du salariat à l'entrepreneuriat a été assez évidente quand elle est survenue il y a 2 ans. Ouais. Et j'ai l'impression que c'est vraiment ce que tu préfères dans ton activité, d'ailleurs, ce lien humain. Ouais, si je devais choisir l'élément qui me plaît le plus, c'est vraiment ce contact humain et la simplicité du contact humain que je retrouve beaucoup en fait dans mes formations en groupe ou dans les coachings en individuel. Moi, ce qui me plaît le plus, ce qui me marque le plus quand je travaille avec des personnes qui manquent de confiance en elles, par exemple à l'oral, c'est la simplicité des échanges, l'authenticité, l'honnêteté qu'on arrive à créer. Et aussi dans les retours. Moi, il n'y a rien qui me fait plus plaisir que quelqu'un qui me dit en fin de journée de formation je croyais que ça allait être ennuyant, mais je ne me suis pas ennuyée. Ouais, parce que tu t'accompagnes, c'est soit du one-one, soit carrément toute une équipe. Comment ça se passe ? Ouais, j'ai déjà travaillé avec une personne. Donc là, c'est du coaching individuel. Et le max que j'ai fait en formation, c'était 24 personnes. 24 personnes. Oui. Vous étiez dans une salle plus grande que celle-là encore, non ? J'imagine ? Oui, tout à fait. Ouais, bien plus grande, au moins 4 fois plus grande. Et là, c'était une formation au pitch, un petit peu comme ce qu'on a fait ensemble. Ok, et tu accompagnes des personnes de tous univers. Enfin, j'imagine que c'est très professionnel, en fait, B2B. Ouais. Mais j'imagine que tu es face à des personnes de parfois 50, 60 ans, ou comme des gens plutôt de nos âges. Oui, tout à fait. Et c'est ça qui est hyper riche pour moi. En fait, la prise de parole en public, ça concerne tout le monde. Tu parlais du collège tout à l'heure, ça concerne aussi les adolescents, les jeunes diplômés. Donc, je tiens à toujours garder un contact avec ces jeunes diplômés. En début de semaine, je donnais un cours sur la prise de parole en public à des jeunes qui avaient 18 ans. Hier, j'étais en entreprise et je travaillais la prise de parole en public avec des dirigeants qui étaient... je ne connais pas leur âge, mais je pense qu'il y avait plus de 50 ans. Ouais. Et toi, ça te fait kiffer de changer comme ça le public Ouais, et puis c'est important parce que ça me permet de rester connectée aux réalités, qu'elles soient des réalités d'entreprise, où il y a vraiment l'éloquence, la prise de parole en public, c'est un enjeu managérial et c'est précieux. Enfin, c'est une compétence qui permet aussi d'évoluer au sein d'une entreprise, selon moi. Quand on est jeune adulte, à 18 ans, c'est quelque chose qui peut être très vertigineux. De soutenir sa première présentation orale, son premier mémoire. Et donc, à ce moment-là, l'approche change, mais ça me permet aussi de donner confiance à ces personnes et puis de les faire du mieux que je peux, leur faire passer un cap dans la
compétences orales. Ouais, c'est des Ouais. stades de développement différents et des enjeux différents Ouais. d'un public à l'autre. Mais si tu devais choisir un dénominateur commun entre toutes les prises de parole en public, enfin, tu vois, un peu un conseil comme ça, ultime, mais quand je dis conseil ultime, ça fait tout de suite, tu vois, roulement de tambour, justement vertigineux, mais euh, peut-être qu'est-ce que tu observes, je vais essayer de réangler ma question, qu'est-ce que tu observes de récurrent chez les personnes que tu accompagnes, tu vois, est-ce que tu vois, tu pourrais dire, dans tous les cas, ce qui compte, c'est que X, Y, Z. Je ne sais pas si ma question... Non, je comprends te ta parle. question et c'est une question qui revient souvent quand on me questionne sur mon activité. Ouais. C'est assez compliqué d'y répondre. D'accord. Il y a des bases techniques en prise de parole en public que je transmets grâce à ce que j'ai appris au théâtre. Pour autant, il y a des personnes qui vont avoir besoin de développer leur technique de voix, d'autres leur technique de corps, d'autres leur technique de transmission du message, leur technique de discours. Si je devais trouver un dénominateur commun, c'est assez compliqué, mais je dirais que ce qui compte le plus, c'est d'être dans l'intention quand on prend la parole en public. Pas forcément être dans le par cœur du message, d'être dans oh là là, il faut absolument que je convainque ce prospect, ou il faut absolument que j'ai 20 sur 20 à ma soutenance. Non, mais se demander, OK, dans quelle intention je veux être, c'est-à-dire quelle intention je veux que mon public reçoive. Donc, qu'est-ce que je veux transmettre? Est-ce qu'à ce moment-là, je veux amuser? Est-ce qu'à ce moment-là, je veux faire preuve d'autorité? Est-ce qu'à ce moment-là, je veux... Inspirer ou questionner. Ouais. Alors, inspirer, ça va être un objectif. Ah, c'est pas une intention. Non. D'accord. Mon intention, ça va être, je veux que les personnes soient enthousiastes à la fin de ma prise de parole en public. Et grâce à ça, je vais atteindre mon objectif qui était de les inspirer. D'accord. Ok. C'est ce dénominateur commun qui sauve pour moi toutes les prises de parole en public, qu'on ait 18 ans ou 60 ans. Ok. Comme ça, on a dit l'âge les plus âgés. Qui bosse encore pas mal d'années, hein, parce que l'âge de départ à la retraite, ça, c'est un sujet qu'on abordera. Ah bon? Non, pas le départ à la retraite, mais le futur du travail, évidemment, hein, parce que voilà, nous aussi, nos carrières se développent. Hein. Est-ce qu'il y a des choses, Aurélia, que tu observes dans le monde du travail depuis le début de ta carrière, justement, dans la façon, dans ta façon de travailler? À titre personnel, Ouais. des évolutions que j'ai observées entre le début et aujourd'hui. Ouais, en fait, Ouais. quand je dis dans le monde du travail, c'est toi ou tes collègues ou les gens avec qui tu bosses. Ouais, je vais commencer par mon rapport au travail. Vas-y. Et quand j'ai préparé un petit peu notre échange, Mais je vois bien, on voit ta fiche, je pense qu'on la voit à la caméra. en fait, j'y ai pensé. Et je crois que ce qui a le plus changé entre mon arrivée dans le monde professionnel il y a plusieurs années et aujourd'hui, c'est que si je travaille à 20 heures aujourd'hui, c'est que j'en ai envie. Par contre, au début de ma carrière, si je travaillais à 20 heures, c'est un peu plus subi. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a changé et qui m'a permis un peu de créer le travail que j'ai choisi de faire. C'est l'envie. Aujourd'hui, si je fais ce métier, c'est par envie, avant tout. Et donc, c'est super. Enfin, ça me permet de le faire... aujourd'hui, pour être honnête, je travaille très régulièrement le week-end, très régulièrement à des heures qui ne sont pas des heures habituelles de bureau, mais je le fais par envie, c'est pas du tout contraint. Et au contraire, c'est que je sais que je peux être concentrée à ce moment-là, donc je prends beaucoup de plaisir. Donc ça, c'est la première observation très personnelle. La deuxième, ce qui a changé, je suis allée un peu à contresens de mon époque, je crois, parce que je suis passée d'un métier beaucoup plus numérique à un métier beaucoup plus humain. Ouais. Et pourquoi à contresens? C'est parce qu'aujourd'hui, moi j'adore mes journées de formation quand je dis à tout le monde fermez vos ordinateurs, prenez une feuille de papier. Et je dois venir avec des feuilles de papier en cours parce que c'est vrai que c'est quelque chose qui parfois n'est plus trop présent. C'est trop bien ça, ouais, j'adore ce contre-pied effectivement. Et il y a l'idée d'aller chercher les ressources en soi aussi. Tu vois, parce qu'il y a maintenant un réflexe de je vais demander à l'IA ou je vais en tout cas ouvrir mon ordinateur. Moi le premier, je passe plus de 8, 9, 10 heures devant un écran chaque jour. Mais c'est vrai que tout fermer et aller chercher des ressources en soi, c'est crucial, quoi. Ouais, c'est crucial et puis ça sollicite énormément. En fait, pour moi, tu parles d'intelligence artificielle, l'IA, ça a un petit peu redessiné notre rapport à l'effort. On ne fournit plus d'efforts. On demande à l'IA de le fournir pour nous. Ouais. Et je trouve ça très appréciable à titre personnel, mais pour d'après les retours que j'ai aussi,
les efforts fournis en journée de formation sont galvanisants à la fin pour les apprenants. Et c'est ça que j'aime le plus dans mon métier. Ouais. Est-ce qu'il y a un risque d'atrophie du cerveau aussi Oui. Parce qu'après, l'idée, c'est aussi Je sais pas. l'IA va faire des tâches soi-disant contraignantes à notre place pour que nous, on puisse en faire d'autres qui sont plus valorisantes et plus valorisables. Ouais. Mais ouais, on pourrait rentrer là-dedans, mais j'aurais 10 000 trucs à dire sur, tu vois, j'ai pu passer, je suis une femme sur LinkedIn qui parle beaucoup d'écriture, donc un peu prise de parole à l'écrit sur LinkedIn, et tu vois, se créer sa propre tribune, prendre la parole. Et elle dit que justement, fournir ces efforts d'écrire et donc de penser par soi-même, c'est capital. Et on pense que ça y est, on va demander à l'IA d'écrire avec nous ou à notre place. Mais justement, quand on dit le chemin est tout aussi important que la destination, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire que le fait de faire effort, déjà, on se sent mieux à la fin de la journée pour tout un tas de raisons chimiques. Voilà, je ne suis pas un scientifique, mais le vrai bon circuit de la récompense. On parle beaucoup de la cheap dopamine et tout. Mais aussi, ça produit, je pense, de meilleurs résultats. Enfin, tu vois, en tout cas, sur le long terme OK, je développe une pensée singulière, qu'elle soit transmise encore une fois à l'oral ou à l'écrit, ou peu importe par quel moyen. Ouais, tout à fait. Et moi, je donne souvent cet exemple à mes amis. Avant, quand on ne connaissait pas ne serait-ce que la signification d'un mot, avant, et je te parle en fait les années 2000, c'était il n'y a pas si longtemps que ça, on se déplaçait jusqu'à la bibliothèque de chez soi ou la bibliothèque de notre village ou de notre ville. On ouvrait un dictionnaire, on allait à la bonne page, on trouvait la définition du mot. Ouais. Il y avait un effort physique, il y avait un effort de réflexion, il y avait un effort de lecture. Ouais. Aujourd'hui, tout ça a été court-circuité. Je ne connais pas la définition d'un mot, j'ai juste à ouvrir mon ordinateur et l'avoir à moi. Et en fait, en termes d'apprentissage, alors, je n'ai pas fait d'études de neurosciences, donc je ne peux pas le confirmer d'un point de vue scientifique, mais en termes d'apprentissage, pour moi, c'est beaucoup plus valorisant et apprenant d'aller chercher un dictionnaire, de lire un mot et de se l'approprier que de l'avoir tout de suite à soi. Ouais. Le rapport à l'effort a changé, quoi. Ouais. Ou il a changé, pour paraphraser Kylian Mbappé. J'ai pas la ref. C'est parce qu'il avait dit le football, il a changé. C'est cette phrase-là, le verbatim de Kylian. Ok, parlons un petit peu d'Aurélia au présent, même si c'est ce qu'on oui, avec plaisir, on voit depuis le début, mais c'est quoi ton rapport au lieu de travail? Déjà, parce qu'ici, donc, tu es abonné balade depuis un bon petit moment maintenant, mais c'est quoi ton rapport au lieu de travail? En fait, il a été bouleversé ces dernières années. Je te l'ai dit au début, j'ai fait une école de commerce. En fait, la façon dont j'envisageais le boulot après l'école de commerce, c'est un bureau, un poste. Mes premiers stages, j'avais un poste fixe avec le téléphone fixe. C'était ça, la façon dont j'imaginais le bureau. Aujourd'hui, je travaille chez Balade quand je suis à Lyon, quand j'ai le plaisir et le bonheur d'être à Lyon. Je travaille dans le train quand je suis en déplacement et je travaille chez mes clients. Donc en fait, je ne travaille jamais au même endroit. Cette semaine, pour que ce soit très concret, j'ai travaillé lundi, mardi, mercredi chez le client. Aujourd'hui, je suis chez Balade. Demain, je serai chez Balade aussi. Donc, ça change d'une semaine à l'autre. Et ça, c'est quelque chose que je n'avais pas du tout envisagé. Aujourd'hui, c'est devenu c'est normal. On m'avait dit ça il y a 5 ans. J'aurais dit ah ben non, je veux pas de ça. Moi, je veux mon bureau avec mon téléphone fixe et mon unité centrale et puis mes collègues. Ils sont plus là. Ils sont partis les deux. Non. Ils sont à la retraite. Ok, donc ça c'est pour l'aspect mobilité. Et après, toi, l'aspect donc organisation entre le fameux équilibre vie pro, vie perso. Ouais. Mais voilà, pour dire les mots, mais toi, tu nous disais tout à l'heure que tu n'as pas forcément de... Enfin, tu es assez flexible, quoi, à ce niveau-là aussi. Tu n'as pas forcément de structure rigide. Quand tu disais que tu peux travailler le week-end ou le soir après 20h, hein, si je n'écorche pas tes termes, ça veut dire aussi que tu t'accordes des moments dans la semaine, je sais pas, une demi-journée pour... des rendez-vous perso, des choses comme ça ou pas du tout? Ouais, alors je vais pas te mentir, il y a quelques mois je le faisais. Aujourd'hui, j'ai plus trop le temps. Aurélia m'a dit en off avant d'arriver, elle m'a dit je suis sur le fil. Mais oui, mais tout ça je l'ai choisi, donc c'est... En fait, tant que je suis en accord et que je reste stable sur mon fil, moi ça me convient. Ouais. J'ai décidé de me lancer. J'ai décidé de travailler à mon compte, j'ai décidé de développer Majuscule. C'est pour une raison, et cette raison, elle est toujours dans ma tête et elle me permet de continuer à travailler, même si c'est dense, ce qui est le cas en cette fin d'année.
Mais je sais que j'aurai des périodes moins denses l'an prochain, je pense. Je te le souhaite. Enfin, bon, Ouais, je me toi, le souhaite pas. Enfin, que je trouve un Ouais. bon équilibre Mm. vie pro, vie perso, Ouais, c'est ce que ouais, tu disais. ouais. Mais pour l'instant, ça va. Et c'est assez étonnant. Tu vois, la Aurélia de 8 ans, elle n'aurait pas pensé à ça, mais aujourd'hui, je me sers beaucoup du sport pour maintenir cet équilibre vie pro, vie perso. Et en fait, pour me sentir bien, je cours 2 fois par semaine. Ok. Tu m'avais dit ça il y a 1 an, je t'aurais ri au nez, quoi. Je ne faisais pas de sport et en fait, je vois à quel point c'est important et ça m'apporte beaucoup. Trop bien. Ouais. Et est-ce que tu cours juste pour toi ou tu prépares aussi des compétitions? Ouais, non, je cours pour moi et je cours sans montre, sans téléphone. Donc, j'ai aucune idée et sans musique. Je sais pas quelle est T'as ma... pas la traçabilité Ouais, de, j'ai pas ce travail, quoi. de ta perf. Ouais, Ouais. non. Mais c'est bien, ça fait du bien de complètement débrancher. Oui. Bon, après, je suis pas une marathonienne en devenir, hein, mais ça me fait du bien. Ouais, J'ai remis du sport un peu dans ma vie, donc c'est bien. c'est important, c'est important. Comme tu l'as dit, tu le ressens de toute façon, que ça s'impose à toi de devoir bouger ton corps et puis aussi d'aller marcher dans la nature peut-être pour certaines personnes. Enfin, je pense au fait, au fond, pour tout le monde, et c'est des choses aussi c'est assez intéressant. Je suis toujours fait la remarque quand j'arrêtais de sortir dans la nature ou d'aller faire du sport. Alors, je reste quelqu'un de très citadin, mais on se rend compte lorsqu'on s'y remet à quel point ça nous avait manqué, mais on avait complètement perdu de vue ça. Tu vois ce que je veux dire? On est en mode, on est dans le train-train, et le jour où tu vas vraiment refaire du sport, où tu sors un peu de la ville, tu dis ah ouais, j'en avais besoin et je Ouais, me rendais pas compte, carrément. C'est un bon défouloir. Et en fait, ça me permet de faire le pont avec une des questions que tu m'as posées là, au début. Question 14. Mon rapport au travail, il a changé aussi d'un point de vue physique. Je crois que si j'ai décidé de lancer Majuscule il y a 2 ans et de lancer une boîte de formation en prise de parole en public, c'est aussi parce que j'en avais marre, et ça n'engage que moi, de passer mes journées assises à me faire mal au dos, en fait, derrière un ordinateur. Ouais. Et aujourd'hui, mon rapport au travail, il a aussi changé d'un point de vue physique. Je passe la journée debout et j'ai mal au dos pour d'autres raisons. Mais pour des meilleures raisons, peut-être, non? Alors ça, faut demander à un médecin, je sais pas. Mais physiquement, en fait, je fournis plus du tout le même effort. Ouais. Et c'est génial, quoi. Enfin, je redécouvre aussi mon corps, mon ancrage, mes jambes. Et ça, c'est quelque chose que je voulais, en fait. C'est une des raisons pour lesquelles je fais ça aujourd'hui aussi. Ouais. Alors, j'ai 2 questions, là, maintenant, qui me viennent. Mais je vais poser la première, si je pense toujours à la deuxième après, c'est pourquoi Majuscule? Ça m'intrigue, moi, de connaître l'origine derrière les noms, que ce soit des noms de marque ou autre. Oui. C'est Majuscule au singulier, c'est ça? C'est Majuscule au pluriel. Au pluriel, ok. Ouais, avec un S. Pour plusieurs raisons. Déjà, la première et la plus honnête, si je ne markete pas le nom de ma boîte, c'est que je trouve le mot très élégant. C'est vrai. Donc, je trouvais que ça sonnait bien et que ça me représentait bien. Okay. La deuxième raison que j'aime bien aussi, c'est que Majuscule, quand on voit les choses en majuscule, c'est qu'on veut voir les choses en grand et qu'on veut débuter une histoire. En fait, la majuscule, c'est le début d'une phrase. Prendre la parole en public, c'est ça, en fait. Donc, c'est vraiment ça. Voir les choses en grand et oser écrire le début de son histoire. Ok. Et au pluriel, parce que chacun en gros, tu aides les gens à ouvrir des phrases avec une majuscule à chaque fois? Ouais, il y a l'aspect très collectif. D'accord. Qui me plaisait. Ok. C'est beau. Et puis, je reste pas dans la version littérale de la majuscule. Moi, je propose des majuscules. Des majuscules. Moi, j'adore parce que j'ai pu proposer aussi du naming à certains de mes clients, les accompagner sur et t'en penses quoi alors? Ça me parle, et surtout, ce qui compte, c'est l'histoire qu'il y a derrière. Tu vois. Donc, non, c'est pour ça que ça m'a interpellé. Et encore une fois, après, d'un point de vue un peu plus terre à terre, les gens se font aussi à ton nom d'une manière ou d'une autre. Tu vois, tu penses à Lady Gaga ou des noms d'artistes qui sont complètement... Et quand tu les décomposes, tu dis, mais c'est tout bête. Ouais. C'est même débile, tu vois. Et on s'en fiche. Ce qui compte après, c'est que tu sois connu avec ce nom-là. Et ce qui compte, c'est que si ça fait du sens pour toi et que ça t'aide encore plus à incarner ta mission, tant mieux. Mais moi, pour le coup, je le trouve très bien choisi, effectivement. Eh bien, merci. Et ma deuxième question, mais c'est plus une remarque, tu vois, je ne l'ai pas oubliée, c'est le rapport, en fait, au bureau. Tu vois, le fait d'être assis toute la journée, ça peut être très délétère pour la santé. Et c'est important, déjà, ne serait-ce que pour les gens qui sont assis toute la journée, pour vous qui nous écoutez, de se lever régulièrement, de faire une pause. Je crois que j'ai entendu il n'y a pas très longtemps, 10 ou 15 minutes par tranche de 1 heure.
Mais ouais, avoir le luxe de pouvoir bosser en bougeant, bah, C'est un luxe. C'est ouais, ce c'est un luxe, voilà. Je que, pense que la phrase était finie. ouais, c'est ce que tu dis. Et ça me permet de faire le lien avec un conseil que je donne quand j'accompagne des personnes qui doivent prendre la parole en public en visio. Donc, que ce soit en webinaire ou face caméra. Mon premier conseil, et pour le coup, il est universel, c'est de faire ce type d'intervention debout. Parce qu'on est beaucoup plus mobilisé, en fait, au niveau du corps que si on était assis, et ça se ressent pour la personne qui va regarder le résultat sur son téléphone ou sur son Quand tu ordinateur. prends la parole en public, tu es debout. Sauf si tu es en chaise roulante parce que tu peux pas marcher, tu vois. Mais, bien sûr. Mais sinon, si tu peux te lever, c'est évident que tu prends la parole, tu te lèves. Et ben ouais, pourquoi on ferait pas ça en visio aussi, quoi. Ouais. Donc ça c'est un bon conseil, ça, ouais. Je le note. Le prochain podcast, tu pourras le faire debout. Est-ce que toi, tu fais des choses aussi, tu bosses aussi en marchant parfois? Tu vois, être en visio aussi quand c'est un peu plus informel, parce que après, ça dépend, tu vois, mais tu fais des choses aussi en marchant? Ouais. En 2 ans, j'ai fait pas mal de coaching en extérieur, surtout quand le temps est avec nous. Donc là, on est à Lyon, je coach au parc de la Tête d'Or. À Paris, j'ai déjà coaché au Jardin du Luxembourg. À Marseille, j'ai oublié le nom du parc, mais c'est un parc qui est près de la Belle de Mai. Et c'est important parce que ça crée non seulement l'effort de marche, mais aussi ça ouvre. On n'est plus dans une salle de réunion entre 4 murs qui parfois rappellent à son entreprise au quotidien. Moi, quand je coach en extérieur, c'est aussi pour créer un autre environnement, se rendre compte qu'en fait, il y a d'autres réalités, ne serait-ce que les arbres et les oiseaux qu'on voit dans les parcs. Ouais. Et ça, j'adore ces moments. Enfin, c'est vraiment hyper précieux et la marche contribue à ça. Ouais. Et ça veut dire que ton client et toi-même, vous êtes plus dans le flow aussi à ce moment-là. Donc ça permet de faire émerger de meilleures idées, j'imagine. Ouais. Enfin, en tout cas, moi, je le remarque quand je pars me balader et que, je sais pas, j'enregistre mes idées sur un dictaphone. Oui, mes meilleures idées, elles sont en courant ou quand je marche, quoi. Ouais. Mais sauf que t'as pas de quoi les noter si t'as pas de technologie avec toi. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Mais c'est peut-être pas un problème. Je m'en souviens, et dès que je rentre, hop, je note tout. Ok, c'est un échange vraiment hyper cool. J'aurais envie de rester déjà toute la matinée. Non, c'est pas fini. Il nous reste à peu près 5-10 minutes. On va préparer l'atterrissage, comme j'aime bien dire à chaque fois. Vous l'entendez à chaque fois, Alex et Marie. Mais l'atterrissage. Et l'atterrissage, qui est un des moments les plus importants en prise de parole en public. Alors, justement, parle-nous-en. Non, mais justement. Le début et la fin d'un discours, c'est généralement ce dont les personnes se souviennent le mieux. Donc, si on devait apprendre par cœur que 2 parties d'un discours, c'est celle-ci. Contrairement au développement que j'encourage pas à apprendre par cœur. Et c'est vrai que c'est son filet de sécurité, le début et la fin. Savoir comment je capte l'attention et savoir comment je finis. Si besoin, quel message je passe à la fin, quelle action je sollicite auprès de mon auditoire à la fin. Vraiment, décollage, atterrissage, c'est les moments les plus importants. Comme pour le pilote d'un avion, d'ailleurs. C'est ça. Bah oui, c'est clair. Et c'est les moments les plus critiques où, justement, là où il y a des incidents, voire des accidents, c'est souvent sur ces 2 phases-là. Et justement, c'est pour ça que, tu vois, on a un peu digressé. Enfin, tu vois, c'est ce qu'on se disait avant la prise de parole. Enfin, je sais pas, tu me diras en off ce que tu as pensé de ma façon de mener l'interview, et c'est plutôt la conversation. Mais je pense qu'effectivement, il y a vraiment le point de départ et puis ma question signature finale qui va arriver ensuite. Et entre les deux, voilà, on sait qu'il y a des éléments, des points qu'on veut aborder, mais ça reste assez flexible. Est-ce que toi, il y a des choses dont tu voulais parler, que tu as pu écrire sur ta feuille? C'est une bonne question. Tu vois, la mémoire me fait défaut. Non, pas spécialement. Je t'écoute. Ouais. Non, mais c'était très cool. Je te propose qu'on arrive sur les 2 questions finales. C'est comment tu vois, toi, le futur de ton métier, de ton activité à horizon entre, je sais pas, 3 et 10 ans. Est-ce qu'il y a des changements que tu vois arriver dans ton métier, quoi? Que j'aimerais voir arriver ou que je... Non, que tu penses qu'ils vont arriver. Ouais, et ensuite, je te poserai la question de ce que tu aimerais. En fait, je crois fondamentalement que la formation gardera cet aspect présentiel, quoi qu'on en dise. Donc, je ne suis pas sûre que ça évolue tant dans le cadre. Au contraire, je pense même que les personnes vont de plus en plus se rediriger vers les temps de formation en présentiel
Parce que la valeur de l'échange, la valeur du moment, tu parlais de la notion de flow tout à l'heure, c'est des choses qui se créent en fait avec deux humains qui échangent. Ouais. Ou avec soi-même devant son ordinateur ou son papier. Mais là, dans le cadre d'une formation, c'est ensemble. Donc je crois fondamentalement que ça va durer. Enfin, je l'espère, du moins. La deuxième chose que je vois, et là ça va au-delà de mon métier, on parlait de l'intelligence artificielle tout à l'heure. C'est une révolution numérique, on est en plein dedans, mais je suis sûre que dans quelques années, ce sera devenu une habitude avec ceux qui la maîtrisent parfaitement, ceux qui la subissent un peu plus et qui continuent à se former. Donc je crois que l'intelligence artificielle, petit à petit, va prendre sa place, ça deviendra une habitude et ça fera partie des formations. Moi, j'ai plus envie de voir ce que j'ai vu là en début de semaine, des apprenants qui utilisent l'intelligence artificielle pour écrire un discours, mais sans aucun recul. Donc moi, je veux un futur du travail, tu parlais d'une échéance à quelques années, où on s'appuie sur cet outil pour s'approprier son propre discours. Quoi. Ouais. Bah, comme un outil, quoi. Tout à fait. Comme on est censé se servir d'un outil, c'est-à-dire qui accompagne l'homme dans... et ou la femme, d'ailleurs. Je disais l'homme avec un grand H. Bien sûr, absolument. Et majuscule avec un S aussi. Une S, d'ailleurs, on est censé dire. Bref. Non, mais oui, c'est un outil et c'est toujours pareil. Quand l'outil devient... la totalité, tu vois ce que je veux dire, qu'il n'y a plus de rebond entre l'humain et son outil, c'est là qu'on se perd, effectivement. Élargissons encore davantage les horizons, le spectre. Aurélia, quel est ton futur du travail rêvé ? Alors moi, mon futur du travail rêvé, il est assez simple. Aujourd'hui, je t'ai dit que je faisais des formations en prise de parole en public, en soft skills, gestion du stress, confiance en soi, ça c'est des sujets aussi sur lesquels j'interviens un peu partout. Je t'ai parlé du train, je t'ai parlé de balades, des magnifiques salles de formation d'ailleurs qu'on a à notre disposition. Je t'ai parlé de chez mes clients. Moi, mon futur du travail, c'est c'est faire tout ça dans un théâtre et de créer des formations sur une scène de théâtre pour un peu plus revenir à la Aurélia de 8 ans qui joue le petit chaperon rouge sur scène, quoi. Et de mêler vraiment ma passion pour le théâtre à mon métier. Donc mon futur du travail rêvé, c'est de trouver un théâtre à Lyon, de le racheter et de lancer majuscule au sein de ce théâtre. Pas pour faire du théâtre, mais bien pour faire des formations. C'est magnifique ça. Je ne m'attendais pas du tout à cette conclusion et j'adore. Parce que c'est à la fois ultra inspirant. Là pour le coup, c'est ce que moi je ressens. Je sens ton enthousiasme. Et c'est très spécifique, tu vois, à ton activité, mais tu vois, on peut l'ouvrir à... Enfin, moi, tu vois, ça fait écho en moi. Je me dis, OK, comment on peut finalement se saisir de ce qui existe déjà et tu vois, mélanger l'ancien, le classique avec le futuriste et se réapproprier aussi des lieux où, tu vois. Ouais. Et puis, un théâtre, c'est un lieu merveilleux. Alors, quand on va voir une pièce de théâtre, quand on est spectateur, c'est soit on aime, soit on n'aime pas, ça fait vivre des émotions, c'est un art vivant, quoi. Donc, on se reçoit en pleine face la pièce qui est jouée. Mais quand on va dans un théâtre, que ce soit quand on est comédien sur scène, quand on est dans les services plus de régie, technique, lumière, son, etc., on crée un monde, quoi. C'est tout un univers. Et avec majuscule, je te parlais de créer l'histoire. En fait, c'est pour ça aussi. C'est parce que le théâtre, c'est un moyen un peu différent que la salle de réunion qui va permettre de créer une histoire et de se préparer à n'importe quel type de conférence. On peut l'imaginer, le public avec les sièges rouges. Mais on peut aussi imaginer l'espace clos dans le théâtre. Tout se crée, en fait. Ouais. Oui, les décors, etc. C'est ça qui m'attire. Donc, mon futur work, c'est ça, bien sûr. Moi, après, il faut que je me donne les moyens pour l'accomplir. Mais c'est ça. Magnifique. C'est un magnifique atterrissage. Et pour un épisode majuscule, merci à toi, merci, Aurélia. Wesley, c'était génial. Et merci à toutes et tous de nous avoir regardés ou écoutés. Et on se retrouve très vite dans un prochain épisode du Balade Club Podcast. Ciao, ciao.